Ce mercredi est un mercredi noir, en effet, sur le marché qu'on savait, hautement spéculatif des crypto-monnaies. Allez, résumé des dernières 24 heures en quelques tweets. Celui-là est amusant, qui dit je me suis réveillé à 1h49 du matin, heure des États-Unis. Je me suis réveillé en pleine nuit à cause de mon fils qui était en train de pleurer. Manifestement, il a regardé sur son smartphone et il dit, pour rire, mon fils était long en crypto, sous-entendu, il était détenteur de crypto-monnaies. Voilà, le Bitcoin en plein milieu de la nuit de ce monsieur. Moins 13, Ethereum moins 16, Binance Coin moins 19, le Bitcoin à 39 000 $. Là, à un moment où on enregistre cette émission, il est plutôt sous les 35 000, donc ça s'est pas arrangé. Ce qui a déclenché tout ça, c'est cette dépêche Reuters qui nous disait que la Chine avait interdit aux institutions financières, aux institutions de paiement, tout business en matière de cryptocurrency, c'est-à-dire que la détention des actifs crypto-monnaies reste encore autorisée, mais pas le droit pour les institutions financières chinoises de faire du business en crypto-monnaie, transactions et autres. Les défenseurs des crypto-monnaies nous disent « Ok, la Chine vient d'interdire de fournir des services liés aux crypto-monnaies, mais ça n'a rien de nouveau. Cette interdiction était en vigueur depuis 2017. » Et bref, cette déclaration chinoise ne fait que rappeler les lois en vigueur, sous-entendu circuler, il n'y a rien à voir. Voilà, le site parodique, c'est pour rire, le Gorafi, le prix du Bitcoin est passé de « pourquoi j'ai pas acheté avant » à « pourquoi j'ai pas vendu avant ». Ça, c'est plutôt amusant. Et puis quand même, sur 2 semaines, la capitalisation totale des crypto-monnaies, il y en a 7000 des crypto-monnaies recensées, donc chacun peut créer la sienne, mais voilà, mais c'est quand même du vrai argent. C'est effondré, cette capitalisation globale, nous dit confrère Quentin Soubran, de 800 milliards de dollars quand même en 2 semaines, de moins. Alors, voilà, on est passé de 2500 milliards à 1700 milliards de dollars de capitalisation, mais malgré les très fortes baisses de ces derniers jours, on a quand même, si on prend un peu de recul, nous dit-il, des performances sur un an qui restent plutôt honnêtes. Bitcoin plus 300% quand même, malgré la baisse de ces jours derniers, notamment de la nuit dernière. Ethereum plus 1200%. On a, dans quel monde vit-on c'est au moins une fois par semaine. On parle crypto-monnaie en long ou brièvement dans cette émission. Avec des défenseurs, bien sûr, sur le fait que c'est un actif financier, pourquoi pas, voilà. Et puis des mouvements dingues, quand c'est pas Elon Musk qui dit des choses pour faire soit grimper les crypto-monnaies, soit baisser. C'est des institutions financières chinoises qui disent stop. Le paradoxe, c'est quand même en Chine que sont minés l'essentiel des crypto-monnaies aujourd'hui, c'est-à-dire le calcul par ordinateur qui fabrique, entre guillemets, ces monnaies virtuelles. Un élément de plus qui crédibilise pas tout ça quand même. C'est mon sentiment. Quel regard vous portez sur... Qui crédibilise pas tout ça, je ne sais pas si c'est le mot, mais je pense qu'on est en train de rentrer dans une période où il faut vraiment définir ce que c'est une crypto-monnaie. Quand on entend par exemple que la Chine même ou l'euro, la zone euro, les États-Unis réfléchissent à créer leur crypto-monnaie, il va falloir passer par... Leur monnaie électronique, oui. Leur monnaie virtuelle. Leur monnaie virtuelle, par définir ce que c'est une monnaie électronique, ce que c'est qu'une monnaie. Je l'ai dit avant et je suis convaincue que ce Bitcoin est plutôt un actif plus qu'une monnaie. Et les autorités monétaires partout dans le monde vont tendre à la réguler, comme ils tentent de réguler n'importe quel actif financier. On est dans cette étape, et on va le rester dans les prochaines années, assez charnière de comment contrôler cette chose bizarre, nouvelle, qui va beaucoup plus vite que n'importe quelle institution financière et encore plus vite que tous les accords de réglementation à l'international. Mais ça reste quand même un actif très spéculatif avec des grands mouvements qui n'est pas vraiment la définition d'une monnaie, en tout cas pas d'une monnaie sûre. Oui, en tout cas pas une monnaie au sens instrument de paiement, quoi, effectivement. Alors, ce qui est pas la même chose qu'un actif, comme vous le rappeliez, vous avez bien raison. En même temps, c'est vrai que toutes ces dernières semaines, on avait quand même beaucoup d'éléments plutôt de nature, je reprends ce terme, à crédibiliser le truc. Beaucoup de grosses institutions financières disaient il faut en avoir un petit peu, y compris les très grands gestionnaires de fonds anglo-saxons ou européens. Là, on a le truc, le Bitcoin qui était il y a 4 jours à 66 000 $ et qui est là à 35 000, quasiment divisé par 2. Alors c'est du déjà vu, ça va peut-être pas empêcher de rebondir. Quel regard vous portez, l'entrepreneur, le mec dans le concret, sur tout ça? Alors moi je mets ça en parallèle avec l'annonce qu'il y a eu ce matin sur l'euro numérique, avec peut-être l'abandon un jour du cash, c'est-à-dire des numéraires. Globalement, moi je suis sidéré et j'avais pas pris conscience de ce montant. Vous venez de nous annoncer, Guillaume, qu'il y a à peu près 2000 milliards
d'actifs, donc d'argent, 2000 milliards d'euros, qui sont transférés, qui sont sous forme de crypto-monnaie. Et donc 2000 milliards de cash qui sont totalement absents des radars et totalement déréglementés. Et c'est dérégulé. Et ça, c'est impressionnant, parce que d'où vient cet argent? Il est dans une espèce de valeur refuge. Est-ce que cet argent existe vraiment? Et ça donne un peu le vertige. Parce que je crois que 2000 milliards, c'est le plan de Biden. C'est un des plans de Biden. Je ne sais plus, version C, D, E, F. Voilà. C'est ça, et ça, c'est assez... moi, je suis atterré quand on pense ce montant, parce que 2000 milliards, c'est comme si vous nous disiez qu'il y a 2000 milliards sous les matelas. C'était 2500 milliards il y a 8 jours, là c'est 1700, voilà, mais bon, donc, ça reste des montants absolument colossaux. Je pense qu'il y en a un qui fait joujou, c'est Elon Musk. Il fait une annonce. Lui, il doit par contre récupérer, parce qu'il sait à quel moment vendre, parce que sa parole est assez suivie. Bon, voilà, comme tout ce qui est actif dérégulé... Elon Musk a beaucoup nourri la spéculation autour des cryptos en disant qu'il y croyait beaucoup, notamment une crypto qui était très marginale, qui s'appelait le Dogecoin, qui était une blague au départ, bref, qui est devenu, qu'il a fait exploser ces dernières semaines. Et voilà, en toute fin de semaine dernière, il a dit oulala, ça consomme beaucoup trop d'électricité. Finalement, c'est pas bien le Bitcoin, on va arrêter. Et du coup, ça a lancé le mouvement de baisse qui a été amplifié donc très largement cette nuit par les annonces en Chine. Tout adulte qui rentre dans le Bitcoin ou dans les crypto-monnaies, il est grand, quoi. Il faudra qu'il réagisse en adulte, qu'il gagne ou qu'il perde. Oui, de toute façon, les gens font les choses. Voilà, un dernier point, on disait, les défenseurs des cryptos disent c'est un instrument de défense un petit peu comme contre l'inflation, un peu comme l'or. Voilà. Vous avez utilisé le terme de valeur refuge. Alors quand on vient de perdre 50%, le terme de valeur refuge est un petit peu galvaudé, mais on voit que c'est pas forcément une valeur refuge, en tout cas pas refuge. Non, ce n'est pas une valeur refuge dans le sens où effectivement elle fluctue énormément. Les valeurs refuges, elles fluctuent aussi. L'or, le dollar, qui sont des valeurs refuges fluctuent. Mais c'est surtout un actif qui n'est pas vraiment liquide. Malgré la demande énorme qu'il y a, vendre ou acheter des bitcoins à un coût de transaction assez élevé, et ce n'est pas si facile de s'approvisionner et de vendre. Donc, en grande quantité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vendeurs, ça baisse beaucoup très vite, comme on le voit. Non, mais en plus, juste le rendre liquide, c'est-à-dire le convertir en dollars si jamais on en a besoin d'ici le lendemain, ce qui n'est pas le cas de l'or, par exemple, qui va toujours trouver un acheteur ou un demandeur. Donc c'est assez compliqué parce qu'on l'appelle monnaie sans qu'elle soit vraiment une monnaie. Et je pense que les autorités chinoises, ce qu'elles ont peur, c'est que la population, par un effet de mode ou tout simplement par reproduire ce qu'on fait, pense que c'est effectivement une monnaie et que ça vienne être vraiment un moyen d'échange, c'est-à-dire d'aller acheter son pain. Bon, là, je caricature, je pousse la chose à bout, ce qui pourrait quand même être assez problématique. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'acheter notre pain avec des actions, avec des obligations. On n'achète pas notre pain avec des actifs, on achète notre pain avec des euros. C'est l'occasion de rappeler que pour ces promoteurs, au départ, ces créateurs, Bitcoin, c'est un projet limite anarchiste. Donc effectivement, en tout cas, de déréglementation complète par rapport aux institutions. Évidemment, ça ne peut pas plaire à la Chine, mais ça ne plaît pas non plus aux grandes banques centrales des pays occidentaux. C'est plus pour faire écho à votre remarque, on se comporte en adulte. Je pense que les risques qu'on prend quand on a des bitcoins et quand on veut l'utiliser comme une monnaie d'échange ne sont pas vraiment comprises par la population. Surtout qu'il y a des pays où il y a des distributeurs. Il y a des distributeurs dans des centres commerciaux acheter du bitcoin. Voilà. Pas encore chez nous, mais je ne crois pas. Enfin, je n'ai pas vu, mais en tout cas, il y en a ailleurs. Allez, on s'arrête là. On aura l'occasion. On va marquer le coup de ce 19 mai tout de suite.